On s'aperçoit que depuis le mois de novembre, Vladimir Poutine ne s'adresse pas ce qui s'appelle la communauté internationale, mais à son peuple. Quand il demande des garanties de sécurité à l'OTAN et aux États-Unis surtout, il sait pertinemment qu'il ne recevra rien de sérieux. Et en fait, c'est une manière de montrer à son peuple, regardez, j'ai tout essayé, j'ai essayé de demander des garanties de sécurité pour que les Occidentaux tiennent la parole qu'ils avaient donnée à Gorbatchev il y a 30 ans. J'ai essayé de relancer les accords de Minsk, j'ai accepté une nouvelle fois de réunir le format Normandie avec les conseillers diplomatiques et tout cela ne donne rien. Personne ne veut faire appliquer les accords de Minsk et personne n'est capable, à commencer par Emmanuel Macron qui avait promis un cessez-le-feu, d'obtenir de Kiev un cessez-le-feu. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine déroule son plan et on comprend ce qu'il fait depuis le mois de novembre. Il a préparé la population russe, il a pris les réfugiés, il les a mis dans une vingtaine de régions russes pour montrer ce qui se passe réellement dans le Donbass. Et aujourd'hui, on atteint le point de non-retour et le plan de Vladimir Poutine se déroule sans accroc, il faut le dire. En réalité, si vous revenez au texte initial des accords de Minsk, ils auraient dû être accomplis en décembre 2015. Or, en plus de 6 ans que Kiev n'applique en rien les accords de Minsk et que les Occidentaux font mine de croire que la Russie est signataire des accords de Minsk. La Russie n'est signataire qu'en tant qu'observateur, comme l'OSCE. Les accords de Minsk concernent Kiev et les deux républiques autoproclamées. Donc de toute manière, il est évident, et c'est ce qu'ont répété les interlocuteurs de Vladimir Poutine au sein du Conseil de sécurité nationale, que les Kieviens ne sont pas prêts à accepter les accords de Minsk pour diverses raisons, notamment parce que toutes les lois anti-russes et anti-russophones qui ont été prises depuis Maïdan seraient automatiquement annulées et que l'Ukraine serait fédéralisée par le République autoproclamée, obtiennent un statut d'autonomie. Et ils s'y attendaient et ils y étaient prêts que Kiev avait les mains libres pour lancer toute une série d'opérations de bombardement, de harcèlement, de sabotage tout au long de la ligne de front, même si Kiev évidemment n'est pas capable d'envahir le Donbass militairement. Ils auraient dû sonner la fin de la récréation en janvier 2016, lorsqu'il est apparu clairement que Kiev n'avait pas l'intention d'appliquer les accords de Minsk et avait dépassé encore une fois l'échéance. L'échéance, c'est décembre 2015. À partir du moment où la Russie ne reconnaît plus la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk comme territoire de l'Ukraine, on peut estimer effectivement que ceux qui ont tué les accords de Minsk, ce sont les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui avaient voté pour la validation de ces accords de Minsk. Donc en principe, c'est pas seulement la Russie qui devrait prendre des mesures contre Kiev. Ce serait la France qui a voté également en tant que membre permanent. Ce serait les États-Unis qui ont voté en tant que membre permanent pour l'application de ces accords de Minsk. Contre accord de Minsk auquel tout le monde s'est opposé et dont tout le monde parlait, dont tout le monde faisait semblant de croire, à commencer malheureusement par la diplomatie française, par Jean-Yves Le Drian. Encore une fois, les accords de Minsk ne s'appliquaient pas à la Russie. La Russie a répété maintes et maintes fois que c'était à Kiev de prendre des contacts avec Donetsk et Lugansk. Il y avait d'ailleurs à l'issue des accords de Minsk, en fait, il y avait 4 groupes qui devaient se réunir régulièrement à Minsk. Un groupe politique, il y avait un groupe humanitaire, il y avait un groupe économique. Le quatrième, j'ai oublié, mais c'était dans des domaines comme ça extrêmement précis. Sur ces groupes de contacts que les choses auraient dû avancer entre des représentants de Kiev, des représentants de Donetsk, des représentants de Lugansk, tout ça chapeauté par l'OSCE, par la Russie et également parrainé par la France et l'Allemagne qui auraient dû faire pression sur Kiev. C'est ce que demandait Vladimir Poutine, c'est ce qu'il a demandé Emmanuel Macron lorsqu'il est venu, de faire pression sur Kiev pour que Kiev applique enfin les accords de Minsk, c'est-à-dire échange de prisonniers tous contre tous, amnistie de tous les acteurs de ce qui s'est passé depuis 2014 et adoption d'une loi d'autonomie du Donbass, donc changement de la constitution ukrainienne et enfin élection à l'intérieur des républiques autoproclamées, une fois que la chronologie est quand même très importante, et seulement après la restitution de la frontière. Tout cela, Kiev n'a avancé dans aucun des domaines. Et au bout de 6 ans de retard, eh bien, il était temps effectivement que la Russie prenne une décision qui paraissait de toute manière inévitable. Dimitri Kozak, c'est le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, que Vladimir Poutine a envoyé à la demande d'Emmanuel Macron reprendre contact avec le format Normandie. Donc vous avez une première réunion qui a eu il y a à peu près un mois, une autre semaine. Et à chaque fois, Dimitri Kozak a fait une conférence de presse en expliquant mais les Français et les Allemands, on a l'impression qu'ils n'ont même pas lu les accords de Minsk. Ils sont incapables de donner leur position sur les accords de Minsk. Est-ce qu'ils sont d'accord avec les accords de Minsk? Est-ce qu'il faut les appliquer ou pas? Donc la première réunion a lieu à Paris. Sur 6 heures de réunion, il y a eu une demi-page qui a été écrite, donc en fait rien. Donc les Français et les Allemands ont demandé 15 jours pour réfléchir. 15 jours après, il y a eu de nouveau une réunion à Berlin, c'était la semaine dernière. Et de cette réunion, une fois de plus, il n'est rien sorti. Ni Paris ni Berlin ne voulaient faire pression sur Kiev
pour qu'ils appliquent les accords de Minsk. Parce